Bonjour et bienvenue au premier épisode de mon podcast qui s'appelle Sous la Lune. Je vais sortir un épisode à chaque lune pleine et je suis content parce que aujourd'hui, ce soir, il n'y a pas seulement la lune pleine, mais il y a aussi un éclipse lunaire total. Donc c'est super beau. Pour ce premier épisode, j'aimerais parler sur Le Petit Prince et toutes les leçons de vie qu'il nous donne. Alors, qu'est-ce que l'on peut apprendre sur l'amour après avoir lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry? Beaucoup de choses. Mais avant de nous plonger dans les mystères pas si mystérieux de comment donner et comment recevoir de l'amour, voyons les critiques que l'œuvre adresse au monde moderne, au monde adulte, que Saint-Exupéry remet en question et qui, à mon avis, représente l'un des grands obstacles que l'on rencontre aujourd'hui lorsque l'on cherche à créer des liens affectifs authentiques et durables. Dès le début, on voit comment les aspirations artistiques du narrateur ont été interrompues à un très jeune âge, le décourageant de continuer à explorer et à découvrir le monde à travers son expérience subjective. Il a été forcé de s'adapter à ce qui est considéré comme sérieux et respectable, à toute la monotonie standardisée de l'être humain. Comment pouvons-nous nous découvrir nous-mêmes si l'on nous oblige à nous enfermer dans des caisses dès le départ? Et le pire, c'est que sous cette prémisse, en essayant de construire ou de nous définir comme quelque chose de différent après, nous créons de nouvelles cases, de nouvelles étiquettes auxquelles nous avons l'impression de devoir appartenir. Dans le processus de découverte de soi, il est normal de traverser cette étape. Mais à un moment donné, nous devons sortir du moule et comprendre que ce qui nous rend unique est précisément ce qui ne peut être enfermé dans une case. Il n'y a pas deux expériences identiques dans le monde. Ça n'existe pas. Plus tard, dans le livre, on voit les résultats de ce monde adulte à travers les personnages que le Petit Prince rencontre en quittant sa planète. Il y a un roi obsédé par le fait de gouverner l'ingouvernable, un vaniteux en quête constante de validation, un buveur pris au piège d'un cercle vicieux de chagrin et d'évasion, un homme d'affaires accumulant des richesses sans pouvoir en profiter, un allumeur de réverbères enfermé dans l'absurdité d'une routine qu'il ne remet pas en question, et un géographe cloîtré dans son bureau, n'osant pas vivre le monde qu'il étudie. Tous ces personnages sont des symboles d'une société profondément individualiste. Ce n'est pas un hasard si chacun vit sur sa propre planète, isolé des autres. Chacun représente à sa manière les blessures de l'être humain moderne, ou surtout les conséquences des blessures. Des blessures qui doivent être travaillées pour pouvoir construire des amours jolis. Au début, chez les rois, on voit la peur du chaos et les besoins de contrôle. Lui, il veut tout gouverner, tout contrôler. Une personne ne ressent les besoins de contrôler les autres et même son environnement que lorsqu'elle ne fait pas confiance à sa propre capacité à gérer l'incertitude inhérente à la vie. C'est pourquoi on voit tant de gens s'accrocher aux lois et aux dogmes pour se sentir en sécurité. Des choses qui, des fois, vont restreindre la liberté de ceux qui sont différents. C'est pas correct, ça. Pourtant, quelqu'un qui a confiance en lui sait qu'il n'a pas besoin de contrôler autre chose que ses propres actions et ses propres réactions face à ses émotions et à la réalité. Je pense toujours à cette phrase anonyme. C'est « Un oiseau perché sur une branche n'a jamais peur qu'elle se brise, car sa confiance ne repose pas sur la branche, mais sur ses propres ailes. » Pendant très longtemps, j'ai cru que cette phrase venait de Maya Angelou. Ça ressemblait beaucoup à quelque chose qu'elle aurait pu dire.
Mais ce qui compte, c'est la leçon qu'elle porte. Ce n'est qu'en lâchant le besoin de contrôle que nous pouvons profiter de la diversité et des possibilités que la vie nous offre. Oui, certaines branches se casseront parce qu'elles sont mortes ou pourries. D'autres tomberont après une tempête. Peu importe, notre force réside dans nos ailes et dans la certitude que la forêt est immense. Il y aura toujours de nouvelles branches, des branches plus robustes, où nous pourrons nous reposer plus longtemps et même construire un foyer. Cependant, je déteste quand cette phrase est utilisée pour justifier l'hyper-individualisme. Comme si chaque personne devait se suffire à elle-même sans jamais avoir besoin de personne. La communauté, à mon avis, est et restera toujours l'état le plus naturel de l'être humain et sa véritable force. Oui, la autorégulation émotionnelle est certainement importante, mais elle n'est qu'une mesure temporaire. Elle nous maintient debout jusqu'à ce que nous puissions nous tourner vers nos liens les plus sécurisants et nous co-réguler avec eux. Après, on voit les vaniteux et la construction de son identité à travers la validation externe. Lui, il ne cherche que ça, tout le temps. Ne vous méprenez pas. La validation en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est ce qui nous fait sentir que nous appartenons à un groupe, que nous sommes acceptés. Le problème surgit lorsque notre identité s'effondre en l'absence de cette validation. Brené Brown l'exprime brillamment dans la phrase suivante. Notre valeur et notre appartenance ne se négocient pas avec d'autres personnes. Les besoins extrêmes de validation apparaissent lorsque l'on doute de notre valeur intrinsèque, lorsque l'on croit que nous devons mériter notre droit d'exister. Malheureusement, les systèmes patriarcaux ont introduit des hiérarchies humaines qui nous font croire que certaines vies valent plus que d'autres. À mon avis, la hiérarchie n'a de sens que dans des espaces définis et bien définis. Des espaces finis et bien définis. Comme l'organisation d'un projet, par exemple. En dehors de ces limites, la hiérarchie disparaît, car en essence, on a tous la même valeur. On voit aussi chez les buveurs des modèles destructeurs et la peur du changement. Lui est une personne qui échappe à sa honte en buvant davantage. C'est une représentation parfaite de la façon dont les humains répètent des patterns nuisibles simplement parce qu'ils semblent familiers. Même s'ils ne nous font aucun bien, nous sommes terrifiés à l'idée de nous arrêter et de nous regarder, car cela signifierait affronter notre douleur. Nous restons engourdis, intoxiqués par ces cycles répétitifs qui peuvent devenir destructeurs. J'y reviendrai avec un peu plus d'insistance plus tard. On voit aussi l'homme d'affaires qui ne cherche qu'à accumuler toujours plus sans jamais pouvoir en profiter. En réalité, l'accumulation des biens ou même d'expériences, de réussites ou des relations est un mécanisme de défense contre la peur du manque. Nous nous accrochons à ce que nous possédons parce que nous craignons de ne pas pouvoir l'obtenir à nouveau. Dans une société consumériste, accumuler est devenu admirable. Plus on possède, plus on a de valeur. Et ici, la peur se multiplie. Nous ne craignons pas seulement de perdre nos possessions, mais aussi les statuts qu'elles nous confèrent. Encore une fois, dans cette hiérarchie imposée, perdre son statut signifie tomber, signifie chuter vers le bottom et perdre son rôle dans la société. Justement ce qui garantit notre appartenance au groupe dans cette société d'aujourd'hui. Finalement, on voit le refus de questionner et la paralysie face à la vie chez les allumeurs de réverbères. Lui, il adopte
aveuglement des règles et des dogmes. Il est prisonnier dans sa routine, incapable d'oser faire autrement. Il est enchaîné à ses injonctions psychologiques, figé par la peur de perdre le statu quo qui lui procure une illusion de sécurité. Cette peur le rend manipulable. Les géographes aussi. Lui, il s'enferme dans son travail et passe à côté de l'expérience du monde qu'il étudie. Il incarne l'inaction, l'évitement du risque. Mais la douleur fait partie de la vie. On ne peut pas y échapper. En fait, l'inconfort est inhérent à toute décision que nous prenons. Il y aura toujours du contraste dans chaque situation, car c'est ce contraste qui nourrit les désirs et maintient la vie en mouvement. Donc, aucune décision ne nous épargne complètement la souffrance. Ce qui compte, c'est de choisir celle dont nous sommes prêts à accepter les inconforts, et nous avons toujours la possibilité de changer de direction. Alors, tous ces comportements du monde adulte nous empêchent d'être authentiques, et le manque d'authenticité nous prive de connexions profondes. Le Petit Prince nous montre un chemin pour y parvenir. À travers ces mots, nous trouvons un guide pour construire ces amours qui nourrissent l'âme. Et je ne parle pas seulement de l'amour romantique, ou pour être plus précis, des liens sexo-affectifs. Bien que je les prenne comme exemple dans plusieurs parties de l'épisode, car c'est là que l'attachement devient plus fort, c'est là qu'on investit plus. Dans une certaine mesure, les leçons du Petit Prince s'appliquent à tous les types de relations affectives. J'aime beaucoup la façon dont l'œuvre remplace les interactions avec des personnes par des plantes et des animaux pour révéler la leçon centrale. Elle nous dit de manière symbolique que la clé réside dans la connexion avec notre nature, notre authenticité et notre histoire. Il y a deux moments clés dans le récit qui encapsulent cet enseignement. La relation du Petit Prince avec sa rose et sa rencontre avec le renard. La rose représente le passé, une expérience inconfortable et douloureuse qui pousse le Petit Prince à fuir et entreprendre un voyage de découverte de soi. C'était les déclencheurs pour la découverte de soi. Ayant moi-même immigré pour échapper à ma propre douleur, je me reconnais profondément dans cette quête. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises en thérapie, c'est que fuir ne résout rien. Car ce dont nous tentons d'échapper voyage toujours avec nous. Nous devons l'affronter. Et c'est alors que le renard apparaît. Et en quelques mots, il nous révèle l'art d'aimer. Mais avant d'y arriver, prenons les choses dans l'ordre. Peut-être on devrait commencer par la question la plus fondamentale. Qu'est-ce que l'amour? C.S. Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia, a écrit un livre intitulé Les 4 amours, dans lequel il tente de décrypter et d'analyser ce que nous appelons l'amour. Selon lui, l'amour se manifeste sous différentes formes. Lui, il divise ça en 4 types principaux, basés sur des termes grecs. On a l'estorge, qui est l'affection, un amour naturel et spontané. On a la philia, ou l'amitié, l'amour entre amis. On a les eros, qui est l'amour érotique, le désir, la passion. Et on a les agape, qui est la charité, l'amour inconditionnel. À partir de cette classification, je vais explorer chacun de ces types avec mes propres réflexions. Je commence avec l'estorge, qui est l'affection comme une base pour tous les liens. Lewis, il décrit l'affection comme la forme la plus simple de l'amour, car elle ne requiert pas de réciprocité. Elle surgit naturellement lorsque une personne ou une chose nous inspire de la tendresse, sans qu'il soit nécessaire de partager des expériences ou des valeurs communes. C'est par exemple l'amour qu'un père ou une mère ressent pour son enfant quand il vient d'être né, et tout au long de sa vie idéalement.
sans rien attendre en retour. Cependant, bien que l'affection soit fondamentale, elle ne suffit pas à elle seule pour entretenir un lien profond. Sa force réside plutôt dans sa permanence. Elle survit au temps, à la distance et à la séparation. C'est par exemple l'amour que nous éprouvons pour toutes les personnes qui ont marqué nos vies, même si nos chemins se sont séparés, mais dont les souvenirs restent doux. L'affection est aussi présente dans tous nos liens actuels, et on peut la ressentir même sans l'exprimer. Après, on a la philia, l'amitié. Et l'amitié naît lorsque nous trouvons chez quelqu'un, chez une autre personne, des valeurs, des intérêts et des objectifs qui nous rassemblent. C'est un choix conscient et mutuel de partager des expériences et de nous soutenir sur le chemin de la vie. Il est important par contre de reconnaître que toutes les amitiés ne sont pas pareilles. Il existe différents niveaux d'amitié, bien que nous leur donnions le même nom. Il y a les amitiés occasionnelles, qui surgissent au sein des groupes plus larges et avec lesquels nous partageons des moments de manière superficielle, mettons dans des gros groupes d'amis. Il y a aussi les amitiés circonstancielles, et ce sont celles, mettons, du travail ou de la communauté où on est grandi. Et ce sont des amitiés qui perdurent par la coexistence. Et il y a aussi les amitiés profondes, celles avec qui nous nous sentons en sécurité et avec qui nous tissons des liens d'attachement plus forts. Il y a un anthropologue, Robin Dunbar, qui a théorisé qu'un être humain peut entretenir environ 150 relations significatives, parmi lesquelles 50 peuvent être considérées comme des amitiés et environ 15 comme des amitiés proches. Bien que ces chiffres varient selon la personnalité de chacun, la culture et d'autres choses, à mon expérience, les chiffres ne sont pas loin de la réalité. Contrairement à l'affection, l'amitié exige de la réciprocité pour perdurer. C'est un lien qui se renforce avec le temps, l'effort mutuel et la confiance. Après, je vais parler sur l'agapé, qui est la charité. Louis, depuis sa perspective chrétienne, décrit la charité comme la forme la plus élevée d'amour. Bien que je ne partage pas sa vision religieuse, je trouve précieuse l'idée de que la charité n'est pas simplement un acte d'aide envers quelqu'un dans le besoin, mais c'est une forme d'amour désintéressé. La charité est l'amour qui transcende l'individualité et s'exprime dans les soins de l'autre, non par obligation ni par récompense, mais parce que dans le bien-être de l'autre, nous trouvons aussi notre propre bien-être. Ce n'est pas un amour conditionné par l'affinité, comme la philia, ni par les désirs, comme l'éros, mais une décision consciente d'agir avec bienveillance. Si l'affection génère de la tendresse, la charité génère de l'action. Et tout comme l'affection, elle n'a pas besoin d'être réciproque pour exister. Pourtant, lorsqu'elle est vécue en harmonie avec les autres formes d'amour, elle devient un pilier qui soutient des relations profondes et significatives. Finalement, je vais parler sur l'éros, qui est le désir, l'amour érotique. L'éros est le type d'amour que nous associons le plus souvent au romantisme. Lewis le distingue du simple désir physique, qu'il appelle Vénus, soulignant que l'éros n'est pas seulement une attraction charnelle, mais un désir profond de connaître et de se connecter à l'autre dans sa totalité. Un élan qui nous pousse à nous plonger entièrement dans l'univers de l'être aimé. C'est le type d'amour qui pourrait prendre une dimension quasi divine, au point de frôler l'idolâtrie s'il n'est pas vécu sainement. Cependant, ce qui est fascinant avec l'éros, c'est que les ressentir ne signifie pas forcément que la personne qui l'éveille en nous est bénéfique pour nous. Nous avons tendance à confondre une sensation intense
avec l'amour, à nous laisser emporter par des patterns inconscients qui nous poussent à répéter des dynamiques nocives, espérant à chaque fois que le résultat sera différent. C'est juste le besoin de notre cerveau de réaliser des choses qui nous ont fait du mal dans le passé. Et c'est ici qu'il s'insère une réflexion plus personnelle. Comme je l'ai mentionné plus tôt, à mon avis, le désir est le moteur de la vie. Et en tant que tel, il est insatiable. Pas le désir pour une autre personne, mais le désir en général. Un désir peut être comblé, mais le désir en lui-même est éternel. Dès qu'un désir est satisfait, un autre surgit. Cette quête perpétuelle de connexion pourrait être interprétée comme un besoin profond de retrouver l'unité avec le tout, bien que paradoxalement, nous n'en ayons jamais été séparés. La séparation n'est qu'une illusion, mais c'est elle qui alimente notre existence. Dans tous les cas, lorsque le désir s'exprime à travers l'intensité de l'éros, il nous pousse souvent à confronter nos blessures les plus profondes afin de pouvoir ensuite aimer avec authenticité. J'en ai moi-même fait l'expérience dans mes relations passées. Pendant très longtemps, j'ai confondu l'anxiété générée par l'ambiguïté avec l'amour, car c'était ce que je connaissais. J'étais attiré par l'inconsistance, par l'indécision de l'autre, et je me souviens très bien de quelques personnes qui me faisaient sentir en toute sécurité, qui m'attiraient énormément, dont j'admirais ses idées, ses pensées, son amour pour la vie, avec qui je voulais passer du temps, honnêtement. Par contre, il me manquait un élément, cette étincelle, cette anxiété que je confondais avec l'amour. Alors je les ai laissés partir. J'aurais dû probablement pas faire ça, mais bon, on apprend de nos erreurs. Aujourd'hui, je suis heureux de dire que j'ai fait mieux, que la réciprocité, l'intérêt mutuel et l'effort sont ce qui m'attire et nourrit mon désir. Je ne suis pas encore à 100%. Parfois, mes anciens schémas refont surface brièvement, mais je les reconnais et je peux faire des choix différents. Carl Jung, il disait « Jusqu'à ce que l'inconscient devienne conscient, il dirigera nos vies et nous l'appellerons destin. » À travers l'introspection, j'apprends à choisir des relations fondées sur une connexion authentique plutôt que sur les drames de l'incertitude. Revenons à l'éros. Lors d'une conversation récente avec une amie, je lui ai partagé ma pensée selon laquelle le désir physique est la forme la plus faible de l'amour. Elle m'a challengé tout de suite. Maintenant, je dirais toujours que le désir physique est la forme la plus faible de l'amour quand elle est vécue toute seule, tandis que l'éros en est la manifestation la plus profonde. Il sublime toutes les autres formes d'amour, la tendresse, l'amitié, l'affection, et lorsqu'il est vécu sainement, il dépasse la simple rencontre physique et devient une véritable communion des âmes. Il y a un psychologue argentin qui s'appelle Walter Rizzo qui a résumé tous ces concepts de l'amour en tentant de décrire ce qu'est un amour véritable, un amour joli, en parlant spécifiquement des relations sexo-affectives. Il dit « Le véritable amour de couple, un amour joli, est celui où l'on fait l'amour avec son ou sa meilleure amie et avec tendresse. Et par tendresse, on entend le respect des droits de la personne qui est avec nous et les soins de son bien-être. » Remarquez qu'il dit faire l'amour et non simplement avoir des rapports sexuels. J'ai toujours pensé que faire l'amour est avant tout une intention énergétique, bien plus qu'une simple expression corporelle. Cela commence par un message ou un appel, une invitation à partager du temps ensemble. Cela se poursuit dans les rires, la complicité, les moments de vulnérabilité, où l'on accepte la réalité de l'autre comme belle et légitime,
Puis viennent les baisers, les caresses. Ensuite, une explosion orgasmique dans les deux corps qui s'achève dans un moment mystique empreint de connexion et de sécurité. L'éros est momentané, sporadique, éphémère. Au début d'une relation de couple, d'une rencontre ou d'une fréquentation, il sera très fort. Une relation de couple durable s'appuiera en particulier sur la filia et s'autorisera à se rencontrer dans l'éros lorsque leur énergie l'exigera. Ne me méprenez pas. Il n'y a rien de mal à vouloir profiter de la compagnie de quelqu'un d'une manière purement charnelle, tant que le consentement mutuel est respecté. Quand j'ai dit que c'est l'expression la plus faible de l'amour, ce n'était pas pour la dévaloriser ou pour la rejeter. Elle est légitime, elle a son espace et son moment. Pourtant, un amour de couple authentique, celui qui nourrit l'âme et procure une tranquillité et une sécurité durable, est une construction qui naît de la véritable synergie entre toutes les facettes de l'amour. Alors, comment on peut construire un amour joli? Le Petit Prince nous enseigne particulièrement comment construire un amour à partir de la filia, l'amitié, qui, à mon sens, est la forme d'amour la plus durable et significative. Nous l'apprenons à travers les renards, lorsqu'ils partent du processus d'apprivoiser, qui n'est rien d'autre qu'apprendre à faire confiance, à développer des liens. Au début, on s'approche lentement avec l'autre personne, avec patience et respect. Les mots sont source de malentendus, nous dit les renards. Mais les actions, elles ne le sont pas. En amour, les mots peuvent être magnifiques, mais seule la constance des actes permet de se sentir en sécurité avec quelqu'un. Et cela se construit progressivement, étape par étape, à mesure que l'on reconnaît si la personne que l'on apprend à connaître nous apporte de la sécurité, on s'autorise à s'en approcher davantage et à créer un attachement à elle. Car l'attachement n'est pas mauvais. C'est les mécanismes psychologiques par lesquels nous restons liés aux autres. C'est la colle qui unit une communauté. On parle souvent de détachement dans le bouddhisme ou d'autres philosophies spirituelles. À mon sens, il s'agit d'un autre type d'attachement. Non pas l'attachement biologique à une personne, mais plutôt l'attachement à un résultat, à une illusion, à quelque chose auquel on veut s'accrocher. Ce type d'attachement-là, il faut savoir le lâcher et accepter que la vie est imprévisible. Ce sont justement les autres formes d'attachement, nos attachements psychologiques sécurisants, avec qui on va construire cette vie, et ce sont les gens qui vont nous aider à traverser cette imprévisibilité. Et comment on reconnaît une personne qui est bonne pour nous? Au-delà de la compatibilité des valeurs, des goûts, des forces complémentaires, et dans le cadre d'un couple d'une vision de vie similaire, la clé repose sur 3 aspects fondamentaux. La réciprocité, parce qu'un amour qui circule dans les 2 directions, c'est important, où chacun se choisit jour après jour. Il y a aussi l'intérêt mutuel, pas seulement dans les moments de désir ou de besoin, mais aussi dans le quotidien. Et il y a la consistance. Pas la rigidité, mais une stabilité émotionnelle. Savoir que l'autre sera là, sans générer du chaos ni de confusion par son ambivalence. Si tu viens par exemple à 4 heures, dès 3 heures, je commencerai à être heureux, dit le renard. La certitude de la présence de l'autre apporte une tranquillité qui nous permet de nous ouvrir sans craindre et de renforcer les liens. C'est ainsi que l'on comprend mieux la relation du Petit Prince avec sa rose. À première vue, toutes les roses sont identiques. Mais ce qui rend la sienne unique, ce n'est ni son apparence ni sa rareté, mais bien le temps, l'attention et les soins qu'il lui a consacrés.
l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et oui, nous aimons tous nous sentir spéciaux. Moi, je n'échappe pas à ça. Par contre, parfois j'aime bien me décrire comme exceptionnellement moyenne. Intelligence? Moyenne. Sensibilité? Légèrement au-dessus de la moyenne. Ma taille? Moyenne, si j'étais une femme. Des petits détails. Il n'y a rien en moi que l'on ne puisse retrouver chez quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a rien chez une personne que je ne puisse trouver chez une autre. Et ce qui nous rend spéciaux, ce n'est pas une qualité unique et inégalable, mais bien les liens que nous tissons avec les autres, la confiance, l'histoire partagée, la place émotionnelle que nous occupons dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà ce qui nous rend irremplaçables. Et là, il faut juste parler sur l'expression « tomber en amour ». Parce qu'on ne tombe pas en amour, on choisit l'amour. L'avantage d'apprendre l'art d'aimer, c'est que lorsque une nouvelle personne entre dans notre vie et nous montre des comportements ambivalents, nous pouvons prendre de nouvelles décisions. Au lieu de vouloir changer la personne avec qui nous sommes, nous pouvons changer la personne avec qui nous sommes. Réfléchissez bien à cette phrase. L'amour, au risque de le rendre mondain, n'est pas un sentiment, mais une décision cognitive. Nous ne tombons pas en amour. Nous prenons la décision d'aimer quelqu'un. Parfois, cette décision est prise consciemment. On reconnaît chez quelqu'un une belle personne, quelqu'un qui va nous faire du bien. Mais parfois, c'est notre ombre qui prend cette décision pour nous. Et nous croyons que c'est le destin. Vous vous souvenez de la phrase de Jung? Cela ne signifie pas que les belles émotions qu'un amour sain nous procure sont fausses ou moins importantes. Ressentez-les toutes, savourez-les. Moi, je suis un hopeless romantic. Avec le temps, heureusement, j'ai appris à romantiser l'attachement sécure, à désirer ce qui me fait du bien au lieu de répéter mes patterns de douleur. Et en parlant de l'ombre, de l'inconscient, qui s'empare de nous, Anne Dufour-Martel, une psychologue française, m'a montré une perspective très apaisante dans son livre « La puissance de la douceur ». L'ombre n'est pas une ennemie, mais une protectrice de notre lumière. L'image qu'elle évoque est celle d'une bougie qui éclaire jusqu'à un certain diamètre et qui est ensuite entourée d'obscurité. Cette obscurité n'existe pas pour nous nuire, mais pour préserver notre essence jusqu'à ce que nous soyons prêts à la laisser briller plus fort. Et pour faire briller notre lumière si intensément que l'ombre disparaisse, nous devons oser suivre notre intuition et nos désirs les plus authentiques, pas ceux qui se déguisent en tels. J'ai entendu l'autre jour sur TikTok une phrase très encourageante. Le contraire d'un système nerveux dérégulé n'est pas nécessairement la calme, car la calme pourrait être une forme de répression. Le contraire, c'est l'expression sans peur de soi-même. Il faut vivre dans une authenticité absolue, avec l'émerveillement d'un enfant qui découvre le monde sans retenue, enthousiaste à l'idée de ce qu'il va trouver. Des fois, je me demande, est-ce que j'aimerais dire à ma future partenaire, les jours où nous nous connaîtrons suffisamment et déciderons de construire quelque chose ensemble? Je pense que je le dirai. Prends-moi pour acquis. Non, je ne te demande pas de me négliger, mais prends pour acquis que je serai là parce que j'ai choisi d'être là. Sens-toi tellement en sécurité dans ces liens qu'on a que tu t'autorises à explorer tout ton univers, que tu t'autorises à vivre toutes tes expériences sans crainte. Je suis là pour contenir l'immensité de tes émotions et toutes tes facettes. J'ai hâte de te voir découvrir la vie et que tu veuilles la partager avec moi. Ne sois pas avec moi par obligation ou par confort, mais par amour et par désir. Comme le disait Mario Benedetti, imagine quelqu'un qui n'ait besoin de toi pour rien, mais qui te veuille pour tout.
Sois certain que je prendrai toujours soin de toi, de ton corps, de tes émotions, et que je veillerai sur ton bien-être. Mais s'il te plaît, souviens-toi que je ne suis pas une roche. Aide-moi à me sentir tout aussi en sécurité dans ta vie. Ne me fais pas douter de ma place dans ton cœur. Enveloppe-moi dans ton univers et permets-moi de t'envelopper dans le mien. Créons un nouveau sans nous perdre dans le processus. Marchons ensemble aussi longtemps que cela aura du sens. Et si c'est pour toujours, tant mieux. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec une phrase dont, cette fois-ci, je suis certain qu'elle est d'hommage à Angelou. Et suffisamment de courage pour faire confiance à l'amour une fois de plus et toujours une fois de plus. Que la peur de la douleur ne vous empêche pas de créer de belles connexions et de vivre des amours jolis. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois.